Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. On va revenir sur la fusillade qui est survenue hier à Côte-des-Neiges qui a fauché la vie de 3 personnes. On parle d'un policier, on parle d'un civil innocent ainsi que du tireur lui-même. Le manifeste commence à circuler pas mal, donc c'est pas mal tout le monde là, qui, à raison de contacts, peuvent y accéder. François Fournier est avec nous, il l'a lu. Bonjour François. Salut Rémi, salut Karima. Salut. Je viens de lire le résumé que tu en as fait là, sur ta page Facebook. Ça abonde un peu dans le même sens que Jean-François Cloutier qui est venu nous en parler du bureau d'enquête de Québecor plus tôt à l'émission. C'est un portrait du tireur, je pense, qu'on doit faire de façon, disons-le, de façon minimale. C'est pas aussi clair que ce qu'on pense d'habitude de ces gens qui s'en prennent à dans des fusillades de masse avec des gens d'extrême droite, des incels, mâles alpha. C'est pas exactement ça cette fois-ci, c'est pour le dire ainsi, là. Ben, en fait, j'irais peut-être un peu plus loin. Je te dirais que de manière générale, il n'y a jamais réellement de cohérence idéologique dans les manifestes de ces gens-là. Si vous prenez quelqu'un d'assez célèbre comme Theodore Kaczynski, donc le fameux Unabomber, lorsque vous lisez le manifeste qui avait été rendu public à l'époque dans les journaux lorsqu'il était arrêté dans les années 90. En fait, c'est la publication du manifeste qui a mené à son arrestation parce qu'on a reconnu son style, son frère a reconnu son style dans le manifeste. Il tenait des propos qui étaient à la fois écologistes, à la fois réactionnaires, mais en même temps qui avait des positions très à gauche. Il disait aussi que le progressisme était une forme de maladie mentale. Donc, il n'y a pas forcément de cohérence. C'est ça que j'ai essayé de démontrer par l'analyse du manifeste, c'est que il y a quelque chose d'assez puéril, moi, je trouve, à essayer de dire, bon, en grosso modo, je caricature, là, mais en gros, les gens de gauche vont essayer de prouver qu'ils étaient de droite, les gens de droite vont essayer de prouver qu'ils étaient de gauche. Et là, c'est une espèce de surenchère pour savoir qu'est-ce qu'on va être capable de faire par culpabilité, par association. Donc, si on prouve qu'ils étaient de droite, c'est donc la preuve que les gens de droite sont dangereux et vice-versa. Et moi, ce que je montre avec l'analyse du manifeste, c'est que le type, en même temps qu'il tient des propos anticapitalistes et communistes, là, à un moment donné, il cite textuellement Karl Marx et Engels, dans lequel il dit il faut faire l'abolition totale de la propriété privée, il faut une révolution où l'État devient au centre de tout, donc qui est littéralement le communisme. En même temps, c'est aussi vrai qu'il tient des propos extrêmement réactionnaires au sens où il pense que la société est devenue complètement dégénérée, le rapport entre les hommes et les femmes a été dénaturé. Donc, si on fait du cherry picking en bon français, et qu'on prend uniquement les bouts qu'on veut prendre et qu'on lit pas le manifeste dans son ensemble, on peut faire dire tout. On peut dire qu'il est incel, on peut dire qu'il est communiste, on peut dire qu'il est fasciste, on peut tout dire. Même il y a certains segments du manifeste où c'est tellement incohérent que, en même temps qu'il y a un propos extrêmement réactionnaire, il vante l'idée qu'on s'en va vers une humanité augmentée où les gens vont avoir des puces dans le fond, puis ils vont être capables de parce que ça va prendre une espèce de technocratie d'humanité augmentée pour gérer la nouvelle société où la propriété privée sera abolie. Donc, je sais pas si les gens se rendent compte, là, mais on peut pas être à la fois réactionnaire et technophile, là. Il y a quelque chose qui est comme contradictoire là-dedans, et c'est normal. Tout le manifeste est contradictoire. Mm-hmm. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire à quel point c'est révélateur ou non. Parce que là, on rappelle, on est prudent, il y a une enquête qui est en cours, on verra exactement là, quels sont ou quel est le mobile de ce suspect, qu'est-ce qu'il voulait exactement, à qui il voulait s'en prendre précisément. Donc, il y a ça là, qu'on va devoir découvrir, on l'espère, avec l'enquête pour vraiment se faire une idée là, de qui il avait, comme on dit, dans le viseur. Mais que nous dit exactement en général les manifestes? Est-ce qu'on peut vraiment en apprendre sur ces personnes-là ou ça devient quelque chose comme si la personne est un peu dérangée, c'est une espèce de mélange, de bouillie de toutes choses, donc ça ne nous révèle pas tant que ça ce que veut la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, sur le plan idéologique, c'est vrai que c'est extrêmement confus parce que ça tire dans tous les sens. Je vais donner un autre exemple. Il tient un discours qui peut à certains moments paraître, par exemple, traditionnel au sens où il veut qu'on retourne à une genre de structure verticale où la société est ordonnée, mais en même temps, il y a des propos extrêmement anarchiste ou chaotique, où, par exemple, il reconnaît aucune institution, notamment la police non plus, ce qui explique qu'il s'en est pris à eux, notamment. Donc, quelqu'un qui est dans un schéma de pensée conservateur de loi et ordre peut pas non plus être anti-police. Donc, c'est tout cet aspect-là qui devient extrêmement difficile. Par contre, ce qu'on peut voir, ce qui transparaît très clairement dans le manifeste, c'est qu'il est dans une espèce de
fixation que j'appelle dans mon résumé monomaniaque. C'est-à-dire que pour lui, tout se ramène toujours au même concept qui est l'idée que le capitalisme a engendré de la prospérité qui a permis aux femmes de s'émanciper. Et comme la femme n'est plus maintenant responsable ou sous autorité d'un mari pourvoyeur, ben là, il y a des hommes qui vivent de la solitude. Donc, cette espèce de thèse-là qui est comme à la fois marxiste et réactionnaire, donc c'est extrêmement contradictoire dans la manière dont il voit les choses, ben on voit que tout se rapporte toujours à ça, et il y a un aspect quasi mystique aussi dans son texte où à un moment donné, il est dans une espèce d'état où il nous dit que lui il a été éveillé à ça, il est dépositaire d'une genre de vérité, et là il incite les gens à prendre les armes puis à se révolter contre ce système-là. Donc il est dans une espèce de démarche de quasi martyr aussi là, et ça c'est en général démarche de martyr, délire monomaniaque. On est dans une bonne recette pour un cocktail explosif, là. Mais pour moi, c'est peut-être révélateur de deux phénomènes de société. Premièrement, on vit dans une société très polarisée. Et là, il y a des gens à gauche, comme tu l'as dit, François, qui cherchent des ingrédients de la droite là-dedans pour pouvoir pointer du doigt la droite. Et la même affaire se produit à droite. C'est-à-dire, quand j'ai lu le manifeste, c'est sûr que j'ai sursauté quand j'ai vu Marx, Engels, communisme, anticapitalisme, bourgeois. Je veux dire, j'ai ressenti quelque chose quand j'ai lu ça. Je me suis dit, il faut en parler. Donc, soyons honnêtes. Mais il y a autre chose aussi. Le fait que ça soit si éclaté, c'est quand même la preuve aussi qu'on vit dans une société où les gens pensent qui peuvent tous penser quelque chose d'unique. Parce que cette personne-là pense vraiment qu'elle incarne quelque chose d'unique. Il y a quelque chose qui nous semble totalement incohérent. On n'a jamais lu une pensée comme ça parce qu'elle appartient pas à une grande tradition philosophique ou intellectuelle. Ça, c'est sûr, parce que en plus, c'est pas un grand penseur. Mais tu vois un peu où je veux en venir aussi. Non, absolument. Puis ce qui est fascinant, puis c'est une fascination, tu sais, qui est un peu malsaine si on met pas des limites à ça, parce qu'à un moment donné, on parle quand même de quelqu'un qui a tué des gens, mais tu sais, l'analyse du manifeste d'Unabomber, elle est faite par des universitaires aussi là, qui s'interrogent à ces questions-là, parce que c'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'esprit de ces gens-là. Ce qui est, comme je dis, fascinant ou intriguant dans ça, c'est qu'il est à la fois extrêmement structuré et déstructuré. Déstructuré sur le plan de la pensée, comme on le dit, mais structuré au sens où la forme est assez correspond assez à quelque chose qu'on pourrait voir de chez quelqu'un qui a un parcours universitaire. Là. Il y a des notes de bas de page, des citations très précises, pages 8 à 17 de tel livre. Donc, c'est quand même quelqu'un qui avait comme dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il était comme préoccupé par l'idée de laisser une espèce de message avec une forme précise, tout en étant à la fois extrêmement délirant. Donc, moi, ça m'a beaucoup fait penser justement à ce manifeste-là de Theodore Kaczynski, où il y avait à peu près le même modus operandi. Donc, on cite des auteurs, on les utilise pour leur faire dire en gros l'inverse de ce qu'ils disent. Oui, mais c'est parce que... Écoute, François, je vais juste le préciser quand même, là, parce que je l'ai lu, là, puis c'est pas parce que tu mets des notes de bas de page que ta tête est organisée. Là. C'est parce qu'on dirait qu'il voulait donner l'impression au lecteur que c'était quelqu'un qui était capable de structurer. C'est mal fait, c'est décousu, c'est un idiot, ce gars-là. Là. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets des notes de bas de page que tu es capable de lire un auteur puis de le comprendre. La preuve, c'est qu'il cite les auteurs, puis franchement, pour avoir lu quelques-uns des livres qu'il cite, parce que c'est des grands ouvrages classiques, il les a pas compris. C'est un épais, là. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a chez lui probablement, ben je sais pas, on connaît pas encore son profil, mais à mon avis, il doit avoir une certaine scolarité, parce que bon, il a quand même conscience qu'il faut faire ça pour essayer de donner une certaine crédibilité à un message, même si c'est extrêmement incohérent. Donc, il y a une apparence d'ordre, mais derrière l'apparence d'ordre, il y a un chaos total. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Mm-hmm. Et peut-être aussi, là, on a beaucoup entendu parler, ça faisait résonner. Certains disaient, bon, là, c'est un peu comme, tu sais, Marc Lépine, puis l'attentat de Polytechnique. On est face à, finalement, un incel. Tu sais, comme on disait, il y a une enquête qui est en cours, là, mais tu sais, tout de suite, on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu penses là, de ces premières réactions qui ont circulé là, dès le début? Ben, comme je dis, je trouve qu'on est rapide à faire de la récupération là-dedans. D'une part, je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'il y a une telle chose qu'une idéologie incel qui est comme
qui se réfère à des auteurs puis qui est extrêmement bien défini, parce que moi, j'ai pas l'impression que le propos qui tient avec le fond anticapitaliste se rapporte à ça. Donc, je suis pas exactement convaincu de la compatibilité entre tout ça. D'autre part, comme je dis, c'est dangereux d'établir le profil de ces gens-là, de ce genre de personnes-là, comme ayant une cohérence idéologique, parce qu'en général, les tireurs de masse, là, ce qu'on appelle les mass shooters, par exemple aux États-Unis, dans la littérature, il n'y a pas réellement de manière de prédire les comportements de ces gens-là en fonction de l'heure. Il aurait pu s'en prendre à quelqu'un d'autre, puis on aurait dit complètement le contraire. Donc là, qu'est-ce qui est prédominant dans sa vision du monde délirante? Qu'est-ce qui prédomine? L'inégalité entre les hommes ou les femmes ou le capitalisme? Ça dépend comment on le lit, ça dépend quelle section du manifeste on le lit. Et je suis même pas sûr que lui-même sait exactement où il s'en va avec ça. En fait, je suis pas mal persuadé du contraire. Mais il y a quand même des propos, je veux dire, c'est quand même central là, dans le manifeste, des propos anti-femmes, misogynes. Là-dessus, plus largement, puis comme j'ai dit, l'enquête est en cours, là, mais plus largement, trouves-tu qu'on en fait assez pour la prévention? Parce que c'est un vrai sujet, là, la solitude masculine, les problèmes, la misère sexuelle, la misère, j'allais dire, même psychologique, cette misère-là de certains jeunes hommes qui s'enferment. Il y a ça aussi sur Internet, tu t'enfermes dans ta bulle, dans ta chambre d'écho. Est-ce qu'on en fait assez? Parce que ça reste quand même un problème là, cette misère sexuelle. Ben, ça reste un problème, puis honnêtement, je serais pas la meilleure personne pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, je le sais pas. Je vois un peu comme vous le constat par rapport à ça, qu'il y a de plus en plus d'isolement. Je remarque aussi que c'est vrai chez les femmes, c'est vrai chez les hommes, puis ça se manifeste peut-être de manière plus agressive et plus violente, mais on voit aussi là que moi je les vois sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes qui témoignent avoir de la misère à rencontrer, de la difficulté à faire vie commune, en fait. Puis c'est aussi mesurable, je pense que Jean-Marc Léger l'a illustré plusieurs fois. Il y a un écart de plus en plus grandissant dans les intentions de vote, par exemple, entre les hommes et les femmes, le fameux gender gap que les Anglais appellent. Donc, ça aussi, c'est est-ce que, dans le fond, on s'en va dans un monde, un peu comme disait Rémi, où chacun se fabrique son espèce d'idéologie à la carte, un genre de syncrétisme politique, et en gros, les gens sont plus capables de se parler entre eux. Ça aussi, c'est un vrai sujet de société, là. Oui, avant que tu t'en ailles, François, je veux t'entendre sur la stratégie nucléaire. Donc, on a le gouvernement fédéral qui annonce peut-être la création de 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Rappelons qu'au Canada, il y en a 4 en ce moment qui produisent 15 % au total ensemble, les 4, 15 % de l'électricité totale au pays. Et là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est les conservateurs qui, normalement, on les associe plus à ce genre d'initiative-là. On dit, ouais, on n'est pas convaincus. Puis c'est pas qu'ils sont contre le nucléaire, c'est qu'ils disent, à date, à chaque fois qu'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait pas. C'est quand même assez délicat là, pour les conservateurs de s'en aller jouer là, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils tirent dans la chaloupe, là. Ben c'est ça. Donc il y a deux choses là-dedans que t'as bien mis la table. Je pense c'est que les conservateurs, je pense, suspectent un peu une initiative à la Bâtir Maison Canada, là, c'est-à-dire une structure d'État qui, en gros, ça prétend s'attaquer à un vrai problème, à la crise du logement, mais propose rien de concret et ne bâtit pas de maison. Donc, si on crée ce genre de structure-là, évidemment, ça réglera pas le problème de la crise du logement. Et si on crée une espèce de société du nucléaire ou d'agence gouvernementale, mais qu'il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de réacteur au bout, qu'est-ce que ça aura fait? Par contre, je suis quand même content qu'il y ait un changement de vision au niveau fédéral, parce qu'on est quand même passé de la vision de Stephen Guilbeault là on s'en va vers la décroissance, puis l'énergie c'est pas vraiment un enjeu, à la compréhension que l'énergie sera le nerf de la guerre pour les prochaines années, notamment à cause de l'intelligence artificielle, que comme on le sait, chaque requête demande des ressources énergétiques, et depuis ça fait les sociétés occidentales, pendant 30 ou 40 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation de la demande énergétique. C'est pour ça qu'au Québec, on avait des surplus, puis c'était pas tellement un sujet qu'on s'est permis de fermer Gentilly, notamment aussi, parce qu'on avait beaucoup d'électricité, puis on savait en gros pas quoi faire avec. On essayait de la vendre aux autres. Mais là, avec l'émergence des centres de données, l'intelligence artificielle, tout ça, il y a une course à qui va avoir l'énergie, comment on va la distribuer, puis il y a une rareté qui s'en vient. Donc moi, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'explorer l'avenue des réacteurs nucléaires, des usines nucléaires qui c'est quand même des nouvelles technologies. Là, on parle plus de comme ce qu'on s'imagine dans les Simpsons avec les gros tubes avec de la vapeur. Là, on est quand même rendu ailleurs. On n'est pas, il y a des nouvelles technologies reliées à ça. On serait bête de pas les explorer. Mais c'est un terrain, je suis assez d'accord, glissant pour les conservateurs. Ils vont devoir manœuvrer intelligemment, sinon ils vont passer pour les gens en fait qui comprennent pas cet enjeu-là.
Mais pourquoi le nucléaire à ce moment-là? Parce que certains diront, par exemple, au Québec, on a l'hydroélectricité. Pourquoi le nucléaire au Canada, on aimerait développer davantage là, cette technologie? Ben, de ce que j'en comprends, par exemple, en Ontario, ce qu'on essaie de miser, c'est ce qu'on appelle les micro-réacteurs. Là. Donc, en gros, pour que les gens se le visualisent, au lieu d'être une usine qui est fixée dans un endroit, c'est un micro-réacteur nucléaire qui est bon pour un certain nombre d'années. C'est à peu près gros comme une semi-remorque, autrement dit. Et là, on peut amener ça dans un parc industriel qui est comme isolé à l'extérieur des villes. Puis, on n'a pas besoin d'amener des lignes de haute tension, par exemple, pour amener l'énergie. On peut juste reculer ces trailers-là, finalement, ces remorques-là, puis alimenter un parc ou alimenter une ville qui pourrait être éloignée. Ça pourrait être utilisé, par exemple, dans le Nord, quand on va faire des mines ou ce genre de choses-là, plutôt que de développer des infrastructures qui seraient extrêmement coûteuses. Je pense que c'est l'usage que les Ontariens veulent en faire, notamment. Je pense que c'est certainement pas ce qui peut remplacer toutes les centrales. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est une avenue, à mon avis, qui mérite d'être explorée au minimum. On a un auditeur qui dit ça va être parfait pour Brookfield, le nucléaire. Ben non, franchement. Ben, Brookfield sont dans tout, hein, fait que ça va être difficile de trouver quelque chose qui ne leur profitera pas. Là. Merci, François Fournier. Bonne Saint-Jean, c'est Merci. ce soir à Québec. Sur les plaines, amuse-toi. Allez. Ce qui veut donc dire que demain, on se parle pas, si j'ai bien compris. T'as bien compris. Moi, je l'avais pas compris. J'ai bien compris. Ciao. OK, parfait. Bye-bye.